Donc voilà, moi l'idée, c'est que j'ai construit mon projet d'autonomie depuis 4-5 ans, je suis dessus à 100%. Avant ces 4-5 ans, j'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions, à préparer le projet, et du coup, l'idée de cette conférence, c'est de voir un peu tout mon cheminement, et à travers mon cheminement, vous montrer les erreurs que j'ai faites, que vous pourrez peut-être éviter de faire si vous avez les mêmes projets, et puis aussi toutes les questions à se poser qui sont pour moi en fait essentielles dans un projet. On ne peut pas juste copier le projet de quelqu'un d'autre en se disant moi je vais faire une base autonome durable, et puis ça va être pareil, et puis ça ira bien. Vas-y. Donc voilà où j'en suis à peu près aujourd'hui en 2022. Donc c'est ma petite maison que j'ai auto-construite. J'ai des systèmes de récupération d'eau, j'ai des ruches, un coin potager, un coin céréales, des arbres fruitiers, une mare. Et donc quand j'ai acheté ce terrain, il était complètement nu, c'était un pré. Donc déjà pour redéfinir rapidement ce que c'est une base autonome durable selon moi en tout cas, c'est un lieu de vie qui permet d'assurer ses besoins essentiels et à long terme. Alors ce qui est important dans le côté besoins essentiels, et pourquoi j'ai pas dit besoins vitaux par exemple, c'est parce que pour moi, il y a quand même un certain niveau de confort qu'on attend, en tout cas moi, d'un endroit autonome. Parce que on peut survivre en buvant de l'eau d'une mare par exemple, mais à long terme ça pose des problèmes et c'est pas très agréable au niveau du goût par exemple. Pareil pour la nourriture, on peut se nourrir que de patates pendant des mois et on va arriver à survivre, mais c'est pas très agréable et c'est pas très plaisant. Donc pour moi, une base autonome durable, il y a quand même un côté confort, et justement parce que c'est à long terme, ça doit durer, il faut quand même que ça soit agréable un minimum. Et parce que c'est à long terme aussi, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des stocks, on ne peut pas se dire j'ai besoin d'être en autonomie pendant 1 an, 2 ans, donc je stocke des boîtes de conserve, je stocke des litres et des litres d'eau potable. Donc il faut arriver sur son terrain à produire et à répondre à ses propres besoins. Au niveau des besoins, justement, il y en a plusieurs. Il y a donc l'abri, évidemment, il y a l'eau, la nourriture, et il y a l'énergie. Et donc l'énergie, j'ai mis d'une autre couleur, et je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Mais en tout cas, il y a ces besoins-là qu'on va vouloir répondre dans une base autonome durable. Alors pourquoi faire une base autonome durable? Tout le monde a des bonnes raisons de vouloir faire une base autonome durable. Et moi, à force de parler avec des gens, discutant avec des gens qui regardent ma chaîne YouTube, en allant voir des gens qui ont des projets d'autonomie ou qui se posent des questions sur cette autonomie, j'ai remarqué qu'il y avait 2 grands types de raisons, 2 grandes familles, on va dire, de raisons de faire une base autonome durable. C'est ce que j'appelle les raisons systémiques, c'est-à-dire qui vont être indépendants de notre volonté, on ne va pas pouvoir agir dessus. Par exemple, s'il y a un effondrement économique, moi personnellement, je ne peux pas y faire grand-chose par rapport à ça, c'est pas moi qui décide de comment fonctionne le système monétaire mondial. Et après, il y a plein de raisons, je pense que vous en avez sûrement bien plus que j'ai mis dans ma liste. Toutes ces choses-là systémiques, on ne peut pas agir dessus. Par contre, à l'inverse, il y a les raisons individuelles de vouloir faire une base autonome durable. Et là, c'est vraiment soit personnel, c'est des choix assez profonds. Par exemple, moi, j'ai envie de consommer mieux au niveau de la nourriture. J'ai envie d'avoir de la nourriture qui soit de qualité, qui n'a pas parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver dans mon assiette. Il y a aussi, pour moi, c'est beaucoup une question d'apprentissage. En fait, je trouve ça assez aberrant que pendant 20 ans, en fait, j'ai mangé des aliments sans savoir comment ils poussaient, sans savoir à quoi ressemblait le pied de tomate, par exemple, être incapable de reconnaître un pied de tomate tant qu'il n'y avait pas des tomates dessus. Et donc moi, ce qui me pousse à être autonome aussi, c'est justement à mieux comprendre toutes les choses, tout ce que ça implique de manger de la nourriture, d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'énergie. Après, il y a plein d'autres raisons. Moi, par exemple, aussi, il y a un côté liberté. J'ai envie de... j'ai pas envie d'avoir une vie où je passe toute la semaine à travailler en attendant le week-end impatiemment, et le week-end, j'attends les 5 semaines de vacances. C'est pas la vie dont j'avais envie. Et donc, je préférais passer, par exemple, du temps dans le potager, du temps dans le jardin. Et donc ça c'est pareil, les causes individuelles, en fait il y a plein de raisons différentes. Il y a des gens qui vont être sensibles à l'écologie, il y en a d'autres qui vont pas être du tout sensibles à l'écologie. C'est pas très grave, mais par contre ce qui est important quand on fait un projet, c'est de savoir pourquoi on le fait, et pas juste de se dire waouh, j'ai vu des gens faire ce projet là, ça a l'air cool d'être en autonomie parce que ça fait des économies, etc. Et en fait ces gens que vous voyez, ils n'ont pas les mêmes raisons que vous, ils n'ont pas les mêmes inquiétudes sur l'avenir, ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous forcément. Et donc ce qui fait que quand on fait un projet comme ça, tous les projets sont uniques et tous les projets vont correspondre à soi personnellement. Et ça c'est super important parce que tout au long de la conception du projet, tout au long de la réalisation, quand on va se poser des questions et devoir faire des choix, ça peut être bien de retourner à ce pourquoi est-ce que je fais une base autonome durable personnellement. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était écologie, à lire les rapports du GIEC par exemple, à lire par exemple le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, et j'ai commencé à comprendre que
le monde dans lequel on vit est peut-être pas aussi certain qu'on le croit, et au quotidien, on a l'impression que demain sera forcément pareil, mais c'est pas forcément le cas. Et en parallèle, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'écologie et à avoir de plus en plus d'envie, par exemple, juste de passer du temps dehors dans la nature. Donc à la fin de mes études, j'ai toutes ces questions en tête, et donc j'ai cette envie d'aller vers un lieu de vie à moi le plus possible en autonomie. Sauf qu'à la fin de mes études, j'ai un emprunt remboursé parce que j'ai fait un emprunt pour faire mes études. On me propose un CDI, mais ça ne m'intéresse pas parce que, comme je vous disais avant, dans mes valeurs, j'ai pas envie d'être esclave d'un système où je suis le salarié et où un patron me dit ce que je dois faire. Et donc je décide de créer mon entreprise pour essayer de vivre, sauf que du coup j'ai une entreprise qui est toute jeune, j'ai 20 000 € d'emprunt étudiant à rembourser, et mon envie c'est d'avoir une ferme, de la retaper, d'être autonome, donc c'est extrêmement ambitieux et je ne sais pas trop comment faire. Mais je crois que ça va être la suivante. Ce que je me demande, c'est dans quel ordre est-ce qu'il faut que je fasse les choses, par où je peux commencer et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, sachant que j'ai pas d'argent, sachant que je suis en appartement dans une ville. Et ce que je trouve intéressant là, c'est de prendre cette question par rapport à la règle des 3 secondes, que je pense que vous connaissez peut-être si vous êtes au salon de la survie, qui dit qu'on ne peut pas survivre plus de 3 secondes sans hydratation, plus de 3 minutes sans oxygène, plus de 3 heures sans protection, donc ça veut dire sans abri en fait. Voilà, si on a trop froid, on meurt assez rapidement. On ne peut pas vivre 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger et 3 mois sans contact humain. Et donc ça permet en fait de voir une première façon d'aborder les choses et de voir qu'est-ce qu'on va faire en priorité, parce que c'est impossible de tout faire en premier. Et on voit que dans cet ordre-là, peut-être que le prioritaire c'est d'avoir un abri, parce que c'est ce qui va le plus rapidement faire défaut si on n'en a pas. Et après, l'eau, la nourriture. Et donc pourquoi est-ce que j'ai mis l'énergie d'une autre couleur au début? C'est parce que pour moi l'énergie, c'est pas un besoin qu'on a en soi. En tant qu'être humain, on n'a pas besoin d'être rechargé aux 220 volts tous les soirs pour être en forme le lendemain matin, même si ça pourrait être pratique des fois. Mais à chaque fois, l'énergie, elle va servir à répondre aux 3 autres besoins. Par exemple, on va avoir besoin de bois pour se chauffer dans l'abri, pour être à un niveau de température confortable. Peut-être qu'on va avoir besoin d'électricité pour aller pomper de l'eau, pour être autonome en eau. Et pour la nourriture, même si pour pousser, ça va être l'énergie solaire, on va avoir besoin d'énergie pour cuire les aliments, pour les conserver. Si on fait des conserves en bocaux, il faut les stériliser pendant 1 heure ou 2. Donc ça demande de l'énergie. Si on a un frigo, un congèle, c'est pareil, ça demande de l'énergie électrique. Donc l'énergie, je trouve que c'est intéressant de la considérer un peu différemment que les autres besoins, parce que en soi, c'est pas un besoin d'énergie, c'est on a besoin de l'énergie pour faire quelque chose. On n'a en soi pas besoin d'énergie comme ça. Et une autre façon de voir dans quel ordre est-ce qu'on commence les choses, par où on commence quand on n'a rien, c'est de regarder combien ça coûte. Moi, ça, c'est les chiffres à peu près que j'avais quand j'étais dans mon appartement à la fin de mes études. Donc, je payais 500 € pour un appartement, ce qui est le plus cher en fait dans les besoins que j'avais. Par contre, l'eau, c'était que 30 €, parce que voilà, je suis plutôt économe en eau pour mon côté écologique. Et du coup, c'était peut-être pas la priorité au niveau de ce que je pouvais faire. Si je devenais autonome en eau, ça m'économisait 30 € par mois. Par contre, si je devenais autonome au niveau d'un abri, je pouvais économiser 500 € par mois, ce qui est énorme. Au niveau de la nourriture, j'étais à 200 € et au niveau de l'énergie, j'étais à 70 €. Et donc, aborder la question de dans quel ordre on fait les choses dans sa base autonome durable, ça peut être intéressant de prendre en compte cette histoire d'économie qu'on va faire. Et donc, voici ma première petite base autonome durable. À l'époque, avec ma copine, en fait, on se pose la question de ce qui nous fait le plus peur, c'est qu'on a notre entreprise et on ne sait pas en fait si nos clients ils seront encore là demain, après-demain. Et on se dit que 500 € pour payer un loyer, c'est beaucoup, et que si on est 2-3 mois en galère, peut-être qu'on ne pourra plus payer le loyer, qu'on va se retrouver dehors, et ça nous faisait un petit peu peur. Et on s'est dit qu'on allait s'aménager un petit camion. Alors déjà, c'est super chouette pour partir en vacances et en week-end au bord de l'eau, moi j'adore. Mais surtout, on savait que le jour où on n'a plus la possibilité de payer le loyer, on n'est pas à la rue en fait. On est dans un endroit qui est isolé. Alors, c'est pas une isolation extrêmement performante, mais quand même, l'hiver, on a passé des hivers au ski, et il n'y a pas de souci, voilà, on ne meurt pas de froid dedans. Ça nous a permis aussi, donc on ne voit pas l'intérieur, mais il y a un petit coin cuisine, il y a un petit coin salle de bain, il y a un petit coin lit, en fait on peut dormir confortablement, et on pouvait aussi bosser nous, donc on travaillait dans l'informatique, et donc on pouvait bosser dans notre petit camion, et donc si on perdait notre loyer, on n'était pas à la rue, on pouvait continuer de bosser, continuer d'essayer de trouver de nouveaux clients pour s'en sortir. Et au niveau même des coûts, le fait d'être dans un petit camion comme ça sans rien, on n'a plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité.
Et là, par exemple, donc, il y a une petite bouteille de gaz qui nous permet de faire le chauffage et cuire la nourriture. Et en gros, une petite bouteille comme ça à 20 €, on pouvait tenir un mois. Et donc je trouve que c'est super intéressant quand on se demande qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on est inquiet pour le lendemain, que ce soit pour des raisons personnelles, comme moi c'était beaucoup parce que j'avais peur que mon entreprise ne fonctionne pas, ou des raisons plus externes, comme peut-être qu'il y aura un effondrement économique dans les mois qui viennent. Ça permet, à moindre coût, d'avoir rapidement un endroit autonome qui n'est pas parfait, mais qui a quand même un tas d'avantages pour le prix que ça coûte. Et là, par exemple, nous, le camion nous a coûté à peu près 8 000 € en tout, 4 000 € de camion et 4 000 € d'aménagement. Et donc ça, c'est vraiment un truc que moi, j'ai essayé de faire tout au long de mon projet et que je conseille à toutes les personnes qui font un projet d'autonomie, quel que soit le niveau d'autonomie qu'on veut atteindre, quelle que soit la façon dont on veut le faire, de réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin vraiment, parce qu'en fait, on vit dans un monde où tout est limité. En fait, on peut rester sous la douche pendant 3 jours, vraiment 3 jours, et l'eau va continuer de couler sans souci. On peut ne pas éteindre sa télé le soir, on peut ne pas éteindre ses lampes et les laisser 24 heures sur 24 allumées. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Et donc, je pense qu'on prend des habitudes et des réflexes qui sont liés à cette abondance, que ce soit au niveau de la nourriture ou de l'énergie ou de l'eau. Et l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire, j'ai besoin de ça dans mon appartement, et je vais avoir besoin donc de ça dans ma base autonome durable. Et en fait, c'est très très différent, et ça demande un effort intellectuel, et ça demande du temps, de réflexion, de se dire de quoi j'aurais vraiment besoin. Et évidemment, parallèle de repenser ses besoins, on développe son autonomie, donc ça va être, on va mettre en place des choses au fur et à mesure, on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et en parallèle, on va réfléchir à tout ça et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas. Alors pour s'aider un petit peu à, quand on est limité, et je pense que tous les projets sont limités, il y a un outil qui est beaucoup utilisé en gestion de projet qui s'appelle le triangle coût-qualité-délai. En fait, le principe, c'est de dire que dans tous les projets, on va avoir un certain budget pour le faire, on va avoir un délai pour le faire, donc soit un délai qu'on se donne nous en se disant moi je veux pouvoir être autonome dans telle année, je veux avoir un abri dans tant de temps. Et ce qu'on appelle la qualité, il faut la voir comme le niveau d'autonomie. Par exemple, si je veux une maison, la qualité ça va être quelle isolation elle va avoir, quelle surface je vais avoir, est-ce que ça va être du neuf, est-ce que ça va être un truc un peu vieux, voilà. Et ce qui est intéressant dans ce triangle en fait, c'est que si on agit sur un des points, forcément, ça va avoir des répercussions sur les autres. Et par exemple, si on reprend l'exemple du camion, le camion, on avait vraiment très très peu d'argent et on voulait un abri. Donc au niveau des coûts, on était très limité. On voulait un endroit qui soit autonome. Le rêve, c'était une petite ferme déjà retapée avec tout le système autonome qui tourne, mais on n'avait pas le budget pour ça. Du coup, on a baissé un peu notre qualité, nos attentes et ce qu'on voulait. Et un camion, c'est moins bien sur plein d'aspects, mais c'est aussi beaucoup moins cher et ça nous a permis de l'avoir beaucoup plus vite. Moi aussi, l'idée à terme, c'était donc, je vais en parler plus tard, mais d'auto-construire une maison. Auto-construire une maison, c'est un truc qui se fait sur des mois et des mois, voire plutôt des années et des années, alors que aménager un camion, ça peut se faire en un mois. Voilà, si on bosse bien, qu'on se dépêche, en un mois, on a un camion aménagé qui fonctionne. Et donc, tout au fur et à mesure du projet, et quelle que soit l'avancée du projet, même maintenant, moi, j'en suis dans mon projet, je continue des fois de me référer à ce type d'outils pour me dire j'ai envie de ça, j'ai peut-être pas le temps de le faire, du coup sur quoi je peux agir, peut-être que ça va me coûter plus cher parce que je vais appeler un artisan pour le faire, ça peut être une solution. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on est bloqué dans une situation, ça permet de voir sur quoi on peut agir et de s'aider à réfléchir, à trouver des solutions. Donc nous, on a notre petit camion, on est un petit peu tranquille sur l'avenir en se disant que si nous arrive un truc au niveau du loyer, on peut quand même ne pas se retrouver à la rue. Mais on a quand même envie d'avoir notre base autonome durable, de vivre dans un habitat qui soit confortable, qui soit relativement grand, même sans être excessivement grand, mais un peu plus grand qu'un camion, c'est quand même pas mal. Et puis on voulait un terrain aussi pour pouvoir cultiver notre potager, pour pouvoir mettre en place des systèmes pour récupérer l'eau de pluie et être autonome au niveau de l'eau. Et donc petit à petit, le projet a mûri, notamment on s'est posé beaucoup de questions, comme je vous disais. En fait, il y a eu plein de versions. J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps les plans, on avait un dossier avec tous les plans, et entre la première version de plan de ce qu'on s'imaginait et de ce que c'est aujourd'hui, ça a énormément changé. Et ça, c'est aussi un truc intéressant à prendre en compte, c'est parfois faire le deuil de ce qu'on avait en tête, parce qu'on rêve d'un truc particulier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent par exemple de rénover une ferme, mais c'est pas si simple peut-être d'en trouver une avec les critères qu'on veut. Et peut-être que du coup, ils vont être obligés de se tourner vers un autre projet et qui sera pas moins bien, qui sera différent. Mais parfois, c'est bien de ne pas s'entêter dans un projet, de se dire,
ok, j'avais pensé à ça au début, mais peut-être que c'est mieux de faire comme ça finalement, et finalement je vais faire comme ça. Et donc nous, avec ma copine de l'époque, Salomé, on décide de mettre un maximum d'argent de côté pour pouvoir s'acheter un terrain et auto-construire une petite maison. Et donc pour ça, on travaille beaucoup. Moi, on fait tourner notre boîte d'informatique la journée, et le soir, en fait, on a fait d'autres projets, d'autres boîtes. Et à l'intérieur de notre appartement, on avait une petite usine en fait où on faisait des Rubik's Cube personnalisés qu'on vendait à des entreprises, à des particuliers. Et ce qui nous a permis, en travaillant tous les soirs et tous les week-ends, d'avoir un truc qui fonctionne et qui nous permette de mettre de l'argent de côté pour financer notre projet. Et donc petit à petit, on a aussi fait plein d'efforts sur la façon qu'on avait de consommer, de ne pas s'acheter un téléphone neuf tous les 6 mois, de ne pas aller au resto toutes les semaines par exemple. On a vraiment essayé de diminuer au maximum ce qu'on dépensait. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que c'était pas forcément une corvée de faire ça, c'était pas désagréable, déjà parce qu'on savait pourquoi on le faisait. Et en fait, il y a beaucoup de choses du confort qu'on fait, par exemple aller manger au resto toutes les semaines, peut-être qu'au bout d'un moment, à force d'y aller, tu prends plus autant de plaisir que si tu vas qu'une fois dans l'année. Et donc ça aussi, ça fait partie de ce que je disais plus tôt, de repenser ses besoins. Donc on arrive au bout de quelques années à mettre de l'argent de côté, à réfléchir à notre projet, à se lancer et à acheter notre terrain. Et voilà le petit terrain tout au début. Donc on voit au fond le petit camion aménagé. Et donc là encore, c'était intéressant au final d'avoir fait ce camion aménagé au départ, parce qu'on avait l'argent pour acheter le terrain, mais pas pour acheter une maison toute faite. Il fallait qu'on la fabrique. Et donc le temps de fabriquer, de construire notre maison, on a pu vivre pendant un peu plus de 2 ans dans un camion aménagé. Alors c'était pas tous les jours facile parce que c'est étroit et parce que tu es tout le temps l'un sur l'autre, et que ça reste quand même petit, même si c'est isolé, il fait quand même un peu froid les soirs quand tu rentres après le chantier. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir un abri du coup, avec un terrain et un endroit où on pouvait commencer le potager. Et sur le terrain qu'on a choisi, il y avait un puits aussi, donc on pouvait commencer à être un petit peu autonome en eau. Donc pour définir notre projet de maison de construction, on a réfléchi à plein de choses. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Je ne vais pas avoir le temps de tout évoquer, mais je vais en prendre quelques-uns qui peuvent être intéressants. De questions à se poser. Par exemple, il y a plein d'habitats possibles. Donc le fourgon aménagé, c'est un habitat possible. Pour moi, ce n'est pas un habitat qui est forcément intéressant à long terme. Mais là encore, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vivent des années en fourgon qui sont très heureux comme ça. Et il y a des gens à l'inverse qui ont besoin d'avoir 300 mètres carrés de maison pour ne pas se sentir à l'étroit. Ça, c'est un choix personnel, mais encore une fois, il ne faut pas aller copier le projet du voisin. Il faut se demander qu'est-ce qu'on a besoin vraiment. Au niveau des habitats légers, il existe plein de choses. Par exemple, on avait beaucoup réfléchi à faire une yourte. Donc une yourte, l'avantage, c'est que c'est assez rapide à faire. Moi, j'ai des copains qui en ont fait une. Ils ont passé 3 semaines à 2 dans un atelier partagé à la construire. Et ensuite, ils ont emmené leur yourte en kit sur leur terrain, et on a été avec des copains les aider. Et en un week-end, ils avaient leur yourte, leur habitat. Donc si on a la recherche d'un habitat rapide, la yourte, ça peut être intéressant. Par contre, la yourte, elle a des inconvénients, c'est qu'elle ne va pas être extrêmement durable sur le long terme. La bâche de protection, par exemple, il va falloir la changer peut-être au bout de 5 ou 10 ans, suivant comment elle s'abîme. Donc ce n'est pas un habitat pour moi durable sur toute la vie. Il y a un moment où soit il faudra faire beaucoup d'entretien, soit il faudra passer à autre chose. Donc là aussi, on s'est posé beaucoup de questions sur la réglementation aussi. Par exemple, il y a les tiny houses, comme il y a je ne sais plus où sur le salon, qui est un système de construction et d'habitation, d'abri intéressant, dans le sens où on n'a pas besoin d'un terrain constructible, donc on peut potentiellement prendre un terrain qui coûte moins cher. Mais c'est à la limite de la légalité, et donc c'est aussi une question à se poser, c'est est-ce que vous avez envie de vivre sur un terrain en étant un peu à la limite de la légalité, et si un jour le maire change par exemple, ou s'il y a un voisin un peu plus bête que les autres qui arrive, qui peut vous embêter, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans cette situation ou pas? Nous, il y a la question de la surface aussi, je trouve, qui est importante, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de si grand pour vivre. Et il y a un peu un standard de se dire une maison, c'est un peu plus de 100 mètres carrés, donc si on construit une maison, on va la faire d'un peu plus de 100 mètres carrés. Alors qu'en fait, nous, on vivait dans un appartement de 50 mètres carrés, avec une pièce, comme je vous ai montré, dédiée à notre petite entreprise de cubes. Et on vivait très bien comme ça, en fait, on ne se sentait pas à l'étroit. Donc c'est important aussi de penser à tout ça. Et du coup, notre projet par rapport à tout ça, voilà ce que ça a donné au bout de 4 ans de travail acharné, très long. On a construit notre petite maison. Alors pour reprendre l'ordre, voilà, fourgon aménagé. Après, il y a une petite cabane que vous voyez en fond. Ça, c'est une petite cabane qu'on a construite quand on est arrivé sur le terrain. C'est le premier truc qu'on a fait pour 2 raisons. Déjà parce que on venait de l'informatique, on n'avait jamais vraiment construit de trucs.
Donc ça pourrait être bien de commencer par une cabane avant de passer par la construction de toute une maison. Et l'autre truc qu'on s'est dit, c'est que si jamais on a un accident avec le camion, par exemple, si on ne peut plus vivre dans le camion, eh ben on pourra aller vivre dans la petite cabane le temps de finir la maison. Donc là aussi, c'était pour des questions de sécurité. Et donc on a décidé de construire une maison passive. Donc on s'est dit qu'on allait mettre tout l'argent qu'on avait pour faire du mieux qu'on pouvait dans la maison. Donc c'est-à-dire que sur l'isolation, on a essayé de faire le maximum possible. Au niveau des différents choix techniques, on a essayé de choisir au maximum des matériaux écologiques, même si ce n'est pas toujours possible de le faire. Et donc on est arrivé à avoir une maison qui peut être considérée comme passive. Moi, les deux derniers hivers pour me chauffer tout l'hiver, j'ai eu besoin de 500 kWh d'énergie, ce qui est vraiment pas grand-chose. En électricité, ça représente 20 € par mois sur 3 mois à peu près. Pour ceux qui se chauffent au bois, ça représente à peu près 4 brouettes de bois, je crois. Donc c'est vraiment rien du tout. Et ça, c'est aussi une question à se poser. On a mis 4 ans à faire la maison, ce qui est très long. Elle nous a coûté relativement cher, 50 000 € en tout. On aurait pu faire des systèmes de construction moins chers en mettant moins d'isolants, par exemple. On aurait pu aller plus vite sur certaines étapes. Mais en fait, pour moi, c'est un calcul qui est intéressant à faire parce qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'aller faire du bois pour me chauffer l'hiver, j'ai besoin de faire 4 brouettes de bois. Alors que si j'avais rénové par exemple une ferme en pierre et que j'avais mis le minimum d'isolation parce que je ne voulais pas y passer trop de temps et pas te remettre d'argent, j'aurais peut-être besoin de faire 5 ou 10 terres de bois, ce qui me prendrait beaucoup plus de temps tous les ans. Il y a beaucoup de réflexions sur comment faire une maison passive. Par exemple, là vous voyez, toutes les ouvertures quasiment à part une petite fenêtre, elles sont au sud et ça permet que l'hiver, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ma maison elle chauffe et donc je suis à 21 degrés sans chauffer des fois pendant 5 jours tant qu'il n'y a pas de nuages. Et c'est vraiment un niveau de confort qui est exceptionnel, surtout quand on a vécu 2 ans dans un camion avant. Mais c'est déjà du confort, donc c'est du bien-être. Je pense que c'est important quand on veut vivre sur le long terme. Et en plus, ça permet de faire des économies aussi en besoin en énergie, et donc ça permet après de dimensionner différemment tous ces systèmes pour être autonomes en énergie. On a décidé de faire petit parce qu'on n'avait pas besoin de plus grand sur le moment, on n'avait pas de projet d'enfant, mais on s'est dit si jamais un jour on veut des enfants, si jamais un jour on se sent à l'étroit, on pourra toujours agrandir, mais au moins on aura notre base qui est là et qui est faite, et donc on peut vivre tranquillement dedans. Et après, on a des projets, par exemple, pour faire un atelier, pour faire une cave, pour stocker, plein de projets qui viennent, mais au moins on a l'habitat central et durable et qui est conçu pour durer toute notre vie, même s'il y aura évidemment l'entretien à faire. Mais au niveau des matériaux, des choix de construction, c'est un truc qui peut durer, je pense mourir avant ma maison. Donc ça, c'était pour un peu l'autonomie au niveau de l'abri, je dirais. Et au niveau de l'eau, là aussi, il y a une réflexion de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Alors il y a plein de choses, mais il y a un truc assez important, assez évident, mais qu'on ne se rend peut-être pas compte aussi quand on a l'habitude de vivre dans un appartement, dans une maison, où il y a en fait un seul robinet qui arrive de la ville, avec de l'eau qui est potable, qu'on peut boire, mais qu'on va se servir pour boire et cuisiner, pour se doucher, ou aussi s'en servir peut-être pour arroser le potager, et pour les toilettes aussi. Et en fait, c'est complètement aberrant si on transpose ce système-là à un habitat autonome et durable, de récupérer par exemple l'eau de pluie ou d'aller pomper de l'eau dans un puits, de toute la potabiliser et finalement d'aller la balancer dans le jardin, ça n'a aucun sens. Donc il y a une question à se poser sur quel niveau de potabilité je fais pour chaque besoin. Est-ce que j'en regroupe certains? Parce que c'est pareil, si tu te dis le linge, j'ai peut-être pas besoin du même niveau d'eau potable que la douche, ça te fait 2 systèmes en plus, c'est peut-être pas pertinent non plus, donc il y a plein de questions à se poser. Et de tes besoins aussi, de combien tu as besoin d'eau potable vraiment pour vivre, de combien d'eau tu as besoin pour le potager, etc. Par exemple, les toilettes sèches aussi, ça change complètement si tu te dis que toi, tu n'as pas envie de faire ce que tu as à faire dans des toilettes sèches et que tu veux vraiment utiliser de l'eau, tu peux récupérer de l'eau de pluie, mais tu vas avoir peut-être besoin de beaucoup plus de cuves d'eau de stockage pour répondre à ce besoin-là. Et encore une fois, c'est vachement personnel, mais je ne dis pas qu'il faut forcément avoir des toilettes sèches ou ne pas en avoir, mais il faut juste se poser la question et adapter son projet à ce qu'on veut. Voilà, je ne vais pas tout détailler, parce que sinon la conférence ça va durer pendant 3 heures. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir autonome? Déjà, dès qu'on arrivait, comme je vous disais, il y avait un puits sur le terrain. Et nous, quand on arrivait, on a commencé à planter des arbres. Et on a pu, dès les premiers jours où on a eu le terrain, arroser nos arbres avec l'eau du puits. Et donc au final, on a pu être autonome en partie, en une petite partie, mais c'est quand même le début de l'autonomie, de pouvoir arroser nos arbres. Et ensuite, on a fait le choix de se connecter au réseau de la ville, ce qui peut paraître complètement aberrant quand on veut devenir autonome et qu'on a un projet d'autonomie, d'essayer d'aller le plus en autonomie possible. Mais en fait, il y a plusieurs raisons
à ça, qui me paraissent, selon mon point de vue, assez intéressantes, c'est que premièrement, nous, voilà, on n'y connaissait rien, on avait une maison à construire, donc c'était déjà ambitieux. À côté de ça, donc, on avait nos entreprises à faire tourner avec des clients. Et en plus de ça, on s'est dit qu'on allait faire une chaîne YouTube et partager toutes les étapes de la construction sur Internet, ce qui prend un temps absolument fou. Et donc on n'avait pas le temps en plus de se dire, de se mettre une contrainte en plus, de devoir assurer nos besoins en eau pour le chantier, pendant ces 2, 3, 4 années de chantier. C'était trop compliqué. Et puis on arrive, il n'y a pas grand chose à part le puits, on n'a pas de toiture pour récupérer de l'eau de pluie, on n'a pas d'endroit pour stocker, c'est extrêmement compliqué. Donc on fait le choix de se connecter au réseau de la ville. Il y a d'autres avantages. L'autre avantage, c'est que moi maintenant je vis dans la maison, je suis encore pour l'instant connecté à l'eau de la ville parce que je n'ai pas encore mis en place tout ce que je voulais pour l'autonomie. Mais ça me permet d'estimer exactement mes besoins plutôt que de faire des prévisions quand je suis dans mon petit appartement en centre-ville et quand j'ai un potager et que je vis à la campagne, c'est différent sur les besoins. Ça va être aussi différent, et ça c'est super intéressant, sur à quel moment on a besoin de l'eau. On ne se pose pas la question quand on a un abonnement parce qu'on consomme l'eau en janvier, en décembre ou en plein mois de juillet, le prix de l'eau est le même, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas ça ne fait pas une grosse différence. Alors que sur un projet d'autonomie, on va avoir besoin d'eau surtout pour le potager quand il fait chaud, et c'est là aussi où il ne pleut pas. Donc il y a une grosse question à se poser sur quand est-ce que tu as besoin de l'eau et quand est-ce qu'il pleut, et du coup, entre les deux, comment tu fais le stockage et combien de temps tu dois stocker ton eau. Et donc d'être sur le réseau de la ville, moi ça me permet de voir, tous les mois je note combien je consomme pour le potager, combien je consomme pour la partie cuisine, douche, etc. Et j'essaye de voir, j'ai aussi une petite station météo qui me permet de voir la pluviométrie exacte sur mon terrain. Et j'essaie de croiser toutes ces données-là dans le but de plus tard me faire une cuve de récupération d'eau de pluie qui soit vraiment dimensionnée par rapport à ma région, par rapport à mon terrain et par rapport à mes besoins. Et donc d'être connecté dans un premier temps sur les réseaux de la ville, ce n'est pas forcément aberrant parce que ça permet de faire un projet qui est plus adapté, qui est peut-être moins, qui est plus en adéquation avec nos besoins. Donc ça peut permettre de faire des économies d'argent et de temps. Si on construit une cuve 2 fois plus grosse et que ça nous prend 2 fois plus de temps, c'est un peu dommage. Donc dès qu'on est arrivé sur dès que la toiture de la maison a été construite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre des cuves d'eau et donc on a pu encore être un peu plus en autonomie sur l'arrosage du potager en utilisant le puits. Donc dans un premier temps, on allait au seau dans un arrosoir pour arroser. Après, on avait les cuves d'eau en plus et après, on a installé une petite pompe de puits pour nous faciliter la vie pour l'arrosage du potager. Et donc le prochain projet pour moi l'autonomie, c'est de faire une cuve enterrée et d'avoir un système qui me potabilise l'eau à différents niveaux. Voilà, une partie vraiment pour la cuisine pour boire et une partie pour ce qui est la douche, le linge, etc. Alors il y a une erreur que j'ai peut-être fait sur l'eau, enfin il y en a plusieurs d'erreurs que j'ai fait, mais je vais vous parler de celle-là. Quand on arrivait sur le terrain, on avait le puits, on s'est dit on pourrait se trouver un filtre à gravité comme ça, et donc on pourrait être autonome au niveau de l'eau potable. Sauf que on vivait dans le camion, et on avait nos affaires dans le camion, ce qui laisse peu beaucoup de place. Et en plus de ça, on stockait aussi nos affaires de chantier dans le camion, vu qu'il n'y avait rien sur le terrain. Donc on avait sous le lit la scie circulaire, on avait les perceuses, on avait les vis. Donc on s'est dit, on n'a pas la place de mettre en plus un filtre à eau pour l'instant. Donc on l'a pas pris, on s'est dit on va attendre d'avoir la maison et de l'installer quand on aura un peu plus de place. Et donc il y a 2 ans, quand j'ai voulu installer, c'était pendant le Covid, et quand j'ai voulu passer la commande, c'était rupture de stock. Et donc déjà, l'erreur peut-être, c'est d'avoir, sur un truc essentiel, parce que ça permet d'avoir de l'eau potable et donc de ne pas tomber malade, peut-être que je pourrais boire l'eau du puits, mais je ne sais pas combien de temps et je ne sais pas dans quel état je serais au niveau de mon estomac. Peut-être que j'aurais dû quand même l'acheter plus tôt, c'est une question, c'était à refaire, je pense que je referais différemment. Et il y a une autre erreur qui est liée un peu à ça, c'est qu'il y a une grosse partie de réflexion, et depuis le début de la conférence, je vous dis qu'il faut beaucoup repenser ses besoins et se documenter et réfléchir à ce qu'on veut. Et par exemple, sur le filtre à gravité, moi je me suis posé beaucoup de questions, et peut-être je me suis posé trop de questions, ce qui m'a perdu du temps. Par exemple, il y a plusieurs marques, alors chacun a leurs avantages techniques, chacun a leur label, et en fait, tu peux passer des heures et des heures à comparer, à regarder des vidéos YouTube, à lire les sites des fabricants, et à la fin, tu n'as pas forcément un avis qui est tranché, et ça peut être compliqué. Et moi, à un moment, je suis parti, notamment quand c'était en rupture de stock, je pouvais potentiellement avoir des filtres, et je me suis dit, je sais qu'il y en a certains qui se bricolent toute la partie du filtre, enfin les cuves quoi, soit avec des seaux comme ça, soit avec des marmites en inox, et qui mettent les filtres.
Mais là aussi, en fait, il y a des dizaines de personnes qui ont fait des tutos et des plans sur Internet, donc tu passes des heures et des heures à regarder ça, et au final, peut-être que tu as encore fait différemment, et ça te prend un temps fou. Et ça, c'est un exemple sur la partie filtre, mais sur la maison, c'est pareil. En fait, il y a tellement de techniques de construction, il y a tellement, juste l'isolant, il y a des dizaines d'isolants qui ont chacun leurs inconvénients, leurs avantages, qui ont un coût qui est différent. Et donc, ça prend un temps fou, et c'est important de bien se renseigner, de passer du temps à se renseigner, mais c'est important non plus, enfin, à un moment, il faut prendre une décision, je pense, et quand même commencer et voir, et si ça va pas, c'est pas grave. Même là, si j'avais pris un filtre qui allait pas et qui n'était pas le meilleur filtre au monde, je pouvais toujours en racheter un 3 ans plus tard, c'était pas la fin du monde. Au niveau de la nourriture, il y a aussi beaucoup de questions à se poser sur son alimentation, parce que si on veut copier le régime alimentaire que la plupart des gens ont dans une vie sédentaire classique, où ils vont faire leurs courses au supermarché ou même chez un petit maraîcher en partie. Il y a 3 trucs en fait qu'on consomme et qui sont très durs à produire en autonomie. C'est le pain, le fromage et la viande. Si on veut manger du pain tous les jours, il faut faire des grosses surfaces de céréales. Ça prend beaucoup de temps déjà. Ça prend beaucoup de place. Si on n'a pas un très grand terrain, ça peut être compliqué. Et puis, contrairement par exemple à des tomates, où une fois que la tomate elle a poussé, on peut la prendre et la manger directement. Le blé, on ne peut pas le manger directement comme ça. Il va falloir, déjà pour le récolter, c'est un peu compliqué parce qu'il faut le séparer de l'épi. Ensuite, il va falloir le moudre, et après, il va falloir le tamiser pour séparer la coque de la partie vraiment farine qui nous intéresse. Ensuite, on n'aura toujours pas le pain, on ne pourra toujours pas manger directement la farine, il faudra encore préparer le pain. Et il y a un peu la même chose avec les pâtes en fait. Les pâtes dans notre alimentation, c'est un peu le repas qu'on fait quand on a la flemme de faire quoi que ce soit, qui coûte pas cher, qui est rapide à faire. Mais en fait, si on veut faire des pâtes en autonomie, ça prend un temps fou. Et donc, moi par exemple, maintenant que j'essaye d'être le plus autonome possible, j'essaye en fait de plus avoir ce réflexe d'aller manger des pâtes dès que j'ai un peu la flemme de faire un truc. Parce que si je veux être vraiment autonome, je sais que je ne peux pas faire ça, que c'est pas la bonne solution. Sur le fromage, c'est pareil, si on veut être autonome en fromage, il faut avoir des animaux qui produisent du lait. Pour que les animaux produisent du lait, il faut qu'il y ait une femelle qui soit inséminée par un mâle, donc il faut déjà au moins 2 animaux. Et donc une fois que la femelle est inséminée, elle va avoir un petit, donc vous vous retrouvez forcément avec 3 animaux minimum pour avoir du lait. Et donc 3 animaux, ça demande du temps pour s'en occuper, ça demande de la surface pour qu'ils puissent être pas en liberté, mais qu'ils aient de la place pour vivre. Ça va demander de l'argent en clôture, ça va demander du temps en surveillance, vous ne pourrez pas vous absenter comme vous voulez. Ça va demander des connaissances vétérinaires aussi, de savoir reconnaître quand l'animal va mal, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux lui apporter pour le soigner. Donc c'est beaucoup de contraintes. Et donc c'est un peu la même chose pour la partie, la question de est-ce qu'on mange plus ou moins végétarien. C'est-à-dire que si on veut manger de la viande 2 fois par jour, tous les jours, ça demande beaucoup de boulot au niveau autonomie pour nourrir ces animaux, pour les entretenir. Et par exemple, quand on va vouloir avoir des animaux pour les manger, il va falloir les nourrir, et peut-être qu'en partie je vais être obligé de cultiver des céréales sur des grandes surfaces pour pouvoir nourrir mes animaux, pour ensuite avoir de la viande. Et moi, ma réflexion que j'ai, c'est que c'est peut-être plus pertinent de directement manger les céréales plutôt que de les filer à un animal. Il va forcément y avoir des pertes, et donc au niveau temps, c'est quand même extrêmement intéressant. Après, je ne dis pas qu'il faut être forcément ne plus manger de pain, ne plus manger de fromage et être 100% végétarien. Ce qui est sûr, c'est que ce soit le pain, la viande ou le fromage, c'est qu'on n'a pas besoin de manger autant que ce qu'on mange, on va dire le français moyen. On peut largement réduire et largement retrouver, par exemple, des protéines. On peut retrouver dans plein d'autres choses qui poussent des légumes et qui sont super bons. Mais après, par contre, il y a aussi une question, là on revient à qu'est-ce qu'on veut personnellement. Il y a peut-être des gens qui ont envie de manger leur bout de fromage à chaque fin de repas. Il y a des gens qui ont envie de manger leur morceau de viande à chaque repas, sinon ils ne vont pas bien. Et donc pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut le prendre en compte dans le projet. Le projet ne sera pas du tout le même si on est sur une alimentation, on va dire avec peu de céréales et peu de produits qui proviennent des animaux, donc soit produits laitiers, soit de la viande. Il y a, un peu trop vite, mais presque. Il y a un autre truc qui est intéressant, par exemple, c'est sur le miel et le sucre. En autonomie, c'est extrêmement compliqué de faire du sucre. Pour faire du sucre, c'est soit il faut planter de la betterave sucrière, mais ça ne pousse pas chez nous. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que le changement climatique changera ce point-là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas possible de faire de la canne à sucre. Donc, il faut planter des betteraves sucrières. Et après, il y a tout un procédé pour transformer la betterave sucrière en sucre cristal et celui qu'on achète dans les magasins. Et donc le sucre cristal dans les magasins, même du bio, je pense qu'il est à moins d'1 € le kilo, ce qui est vraiment extrêmement peu cher.
Et le miel en magasin, ça va plus être 10 € le kilo. Bon, après, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est un ordre de grandeur. Le miel, c'est extrêmement cher. Alors qu'en autonomie, c'est différent. C'est extrêmement complexe de faire soi-même du sucre. Ça demande des outils, ça demande du temps. Et je connais encore personne qui a expérimenté ça à petite échelle. Par contre, faire du miel, ça fait des années et des années. Vous avez sûrement des grands-pères ou des oncles qui faisaient du miel chez eux. C'est assez accessible. Moi, je fais aussi de l'apiculture. Et en fait, avec une ruche, on peut facilement espérer 10 kg de miel, on va dire en moyenne d'année. Après, il y a des mauvaises années, il y a des bonnes années. Mais l'avantage du miel, c'est qu'elle conserve des années. Donc, il suffit de mettre de côté les bonnes années. Et donc, on peut avoir une abondance de miel, alors que c'est extrêmement compliqué d'avoir du sucre. Et à l'inverse, dans notre société classique, quand on va dans le magasin, c'est plus facile d'avoir du sucre que du miel. Donc là aussi, il y a plein de questions à se poser sur son alimentation. Et ce qui peut être intéressant, mais je crois que c'est un peu la slide d'après, c'est ce que j'ai fait moi, c'est de en fait, changer mes habitudes très tôt. Dès qu'on était en 2014, là, quand je commençais, j'étais à la fin de mes études et je commençais à lire plein de trucs et à me poser des questions, très vite je me suis aperçu que ça allait être compliqué de manger de la viande 2 fois par jour en autonomie, que ça allait être compliqué de faire tous les fromages que j'aime bien, même si on peut toujours faire du fromage, si tu veux avoir du fromage de chèvre, du fromage de brebis, du fromage de vache, enfin plein de choses, c'est extrêmement compliqué, même impossible. Donc en fait j'ai commencé petit à petit à changer mes habitudes et je pense que c'est important aussi de changer ses habitudes petit à petit, surtout alimentaire. Parce que si du jour au lendemain vous arrêtez le pain, le fromage et la viande, il y a moyen que vous fassiez une dépression. Mais petit à petit, on peut commencer à réduire. S'il n'y a pas de pain, c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, je mange tant pain et puis ça va très bien. Et petit à petit, on diminue. On cherche aussi des recettes. On teste des recettes. Il y a plein de recettes après qui sont mauvaises et qui sont pas bonnes. Et on sait qu'on les fera jamais. Mais de temps en temps, il y a des bonnes recettes qui sont qu'avec des légumes, qui sont sans crème. Et petit à petit, on change ses habitudes. Donc moi, j'ai commencé ça très tôt. J'ai toujours pas fini. Il y a toujours des trucs que je consomme que je peux pas produire en autonomie, mais j'essaye vraiment de diminuer au maximum. Ensuite, quand on est arrivé sur le terrain, on a planté des fruitiers. C'est important de le faire très tôt, et ça, bon, je pense que tout le monde le sait. Mais il y a un truc qui est à prendre en compte, c'est que quand on arrive sur un terrain, même si on a plein d'idées sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain, on va quand même peut-être changer les plans au fur et à mesure. Et du coup, il y a des arbres qu'on a plantés au départ, nous, qui nous embêtent pour d'autres projets. Et donc, peut-être que ces arbres, on va devoir les couper ou essayer de les déplacer, mais sans être sûr qu'ils reprennent dans les endroits où ça déplace. Mais voilà, il ne faut pas non plus se dire, ouais, je plante plein d'arbres parce que je sais que ma maison elle va être pile là, je sais que ma petite cabane de jardin elle va être là, mon potager va être pile là. En fait, on ne peut pas savoir la taille du potager. Moi, j'ai changé 3 ou 4 fois la taille et la façon dont je le faisais, la surface que ça occupait. Donc voilà, planter des arbres fruitiers, c'est bien si on a grand terrain, de les mettre loin dans des endroits où on est sûr que ça ne nous posera pas de problème. Dans un premier temps, et après, quand on est un peu plus sûr que les choses se mettent en place, on peut rajouter des arbres au fur et à mesure. J'ai aussi fait l'apiculture, et en fait, assez tôt, limite avant de commencer d'avoir un potager qui produisait un petit peu de légumes, parce que j'ai eu une autre opportunité. Il y avait un apiculteur, un copain à ma mère qui arrêtait, et donc il m'a dit je peux te filer de matériel. Et donc moi j'étais en plein dans la construction de la maison, c'était pas vraiment le moment où j'avais envie de me lancer dans l'apiculture, mais je me suis dit qu'il fallait saisir l'opportunité. Et encore une fois, dans un projet autonomie, il va y avoir des moments où on a des opportunités, comme ça on va avoir l'occasion de récupérer une cuve d'eau par exemple, on va avoir l'occasion de récupérer des ruches, une colonie d'abeilles. Je pense que c'est important de les saisir parce que peut-être que ça ne se représentera pas. Mais ça remet en cause, alors pas tout le projet, mais ça remet en cause l'ordre dans lequel on fait les choses. Et par exemple, sur une cuve d'eau, si par exemple quelqu'un me fait un don, un voisin d'une cuve d'eau et que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, peut-être que moi, du coup, j'avais prévu de la construire moi-même, je ne vais pas la construire moi-même, mais je vais adapter par rapport à ça et ça va me permettre de faire des économies, ça va me permettre de gagner du temps. Donc il y a des mauvaises surprises dans un projet d'autonomie, il y en a plein, mais il y a aussi des bonnes à certains moments, il faut savoir les saisir et prendre le temps de les saisir. Ensuite, donc, j'ai fait un potager, mais j'ai commencé petit parce que donc, moi j'étais en appartement, j'avais jamais vraiment fait de potager. Chez mes grands-parents j'en faisais un petit peu, mais bon, j'y allais une semaine, alors je voyais la tomate à un stade et c'est tout, en fait, où je plantais la graine et je voyais pas ce que ça donnait après. Donc petit à petit, j'ai commencé de semer des trucs, de voir comment ça poussait, ce que ça donnait. Et là, j'en suis arrivé au bout de 4-5 ans à avoir un potager qui fait à peu près 100 mètres carrés et qui me permet d'avoir assez de production pour faire des conserves. Là, c'est les conserves que j'ai eues à l'automne dernier, il y a une centaine de bocaux. Et ça m'a permis de passer une bonne partie de l'hiver. Et donc là, je sens que sur la partie autonomie en légumes, ça commence à être pas mal et d'être vraiment intéressant. Il me reste encore, j'ai fait des tests sur des zones en céréales. Pour l'instant, voilà, c'est des tests, j'arrive à faire un petit peu de farine, j'arrive à faire un petit peu d'huile d'huile de tournesol. Mais voilà, c'est pas des quantités où je peux me dire ça fait vraiment une différence dans mon alimentation et dans mes apports nutritifs. Mais petit à petit, ça vient. Donc mon but, c'est cette année, je fais 100 mètres carrés
de blé aussi, et je vais faire une grosse zone d'huile, non, ça pousse pas comme ça, de tournesol pour essayer de faire de l'huile après. Et les poules aussi, c'est un autre sujet. J'ai pas encore de poules et il y a beaucoup de gens qui me disent quand ils voient le projet, ouais, pourquoi t'as pas mis des poules? C'est le premier truc que tu aurais pu mettre. Des poules, ça te mange les déchets, c'est vachement bien. Je suis assez d'accord, c'est vraiment bien les poules et c'est pour ça que j'en veux. Mais en fait, je vois souvent des gens qui ont des poules et en fait, pour les nourrir, ils vont acheter au magasin des aliments pour les nourrir. Et moi, mon idée de l'autonomie, c'est pas d'être autonome en œufs parce que j'ai été acheter des graines en fait. Si j'ai des poules, je veux pouvoir les nourrir moi-même. Donc déjà en leur laissant énormément d'espace sur mon terrain pour qu'elles aillent chercher elles-mêmes leur nourriture dans le terrain, ce qui m'évite du temps. Et puis pour elles c'est cool, ça les fait marcher, ça les fait picorer. Et j'attends, donc c'est pour ça que là je suis dans la phase où je passe de plus en plus de temps sur les céréales, parce que mon idée c'est de produire assez de céréales pour pouvoir nourrir mes poules et ne pas avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour nourrir mes poules. Et donc ça c'est pareil, c'est une question de choix, il y a des gens, ils vont arriver sur le terrain, tout de suite ils vont mettre des poules et on aurait pu les avoir dès qu'on avait le camion sur le terrain. Mais moi, c'est pas ma façon de faire. Et voilà, chacun sa vision des choses. Mais c'est aussi intéressant de se dire des fois, dire je suis autonome au niveau des œufs, peut-être que oui, peut-être que non. En fait, ça dépend comment tu nourris tes poules, quoi. Et donc, il faut faire attention aussi quand vous voyez des projets de gens qui sont autonomes. Ils vont dire, moi, j'arrive à produire tant d'œufs. Et vous allez vous dire, ah, c'est cool, mais en fait, comment est-ce qu'ils les obtiennent? Et c'est la même chose pour tout. Ou quand on dit, par exemple, je suis autonome à 50%, c'est sur quoi? Est-ce que c'est à 50% de légumes, 50% de céréales, 50% en viande? Ou est-ce que c'est juste sur la partie légumes et tout le reste, il n'y a pas encore l'autonomie? Ça change énormément de choses. Et donc une des autres choses que je suis en train d'essayer de développer, c'est de consommer des plantes sauvages. Il y a plein d'avantages, notamment parce que les plantes sauvages, ça pousse tout seul. Et des fois, quand on galère pour faire pousser des tomates, on se dit que c'est quand même cool d'aller manger des trucs qui poussent tout seul, qu'il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a pas besoin de désherber. Ça peut être relativement abondant, ça dépend des régions, ça dépend ce qu'on cherche à manger, si on recherche en priorité le goût, si on recherche en priorité les qualités nutritives. Mais en tout cas, c'est une source extrêmement intéressante d'apport, et notamment au niveau des nutriments, c'est souvent extrêmement plus riche que ce qu'on pousse, même déjà ce qu'on achète en magasin, il n'y a pas photo, mais même de ce qu'on fait pousser, parce que même en fait, ce qu'on va faire pousser dans notre jardin, souvent c'est des sélections qui ont été faites pour avoir un joli fruit, pour avoir un fruit qui a une belle couleur. Par exemple, les carottes, pendant longtemps, on les a sélectionnées pour qu'elles soient super orange. Voilà, ça n'avait peut-être pas trop d'intérêt. On aurait peut-être dû sélectionner des carottes qui avaient vraiment beaucoup de qualité nutritive. Mais voilà. Les plantes sauvages, extrêmement intéressants aussi. Et ça prend du temps. Parce qu'il ne faut pas se tromper, évidemment, quand on les cueille. Un autre truc intéressant sur le temps, et là, on peut faire le parallèle avec le triangle coût-qualité-délai que je vous disais au départ. Moi, j'adore les fraises, donc j'ai envie d'avoir beaucoup de fraisiers sur mon terrain et j'ai la place d'en mettre beaucoup. Et donc, il y a deux solutions en fait quand on veut beaucoup de fraises. Soit on va au magasin de fraisiers et on achète 250 pieds de fraises et du coup, on a 250 pieds de fraisiers et rapidement on va avoir beaucoup de fraises. Soit on peut, comme j'ai fait assez tôt quand on est sur le terrain, au bout d'un an ou deux, j'ai acheté une barquette de fraisiers, je les ai plantés à différents endroits. Et en fait, le fraisier, naturellement, il va faire ce qu'on appelle des stolons, et donc il va faire des petits bébés et il va grossir. Et après, ça fait des grosses touffes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça fait chez moi. Ça fait des grosses touffes. Et on peut les diviser, juste récupérer une ou deux feuilles avec un petit bout de racine. Ensuite, on les replante dans d'autres zones. Et ça fait ce que vous voyez là. Là, il n'y a pas 250 fraisiers. Là, c'est qu'une de mes zones. Je sais pas, il y en a peut-être 70 ici. J'ai 3 zones comme ça. Et j'ai plein de fraisiers à mes pieds d'arbre. Et ils viennent tous de cette barquette que j'ai achetée il y a 5 ans. Et donc, j'ai acheté allez, on va dire, c'est 1 euro le fraisier. J'ai payé 6 euros. Ce qui n'est pas grand-chose. Et si je voulais aujourd'hui avoir 250 fraisiers en allant les acheter, ça me coûterait 250 euros. Et c'est un facteur énorme. Et on voit à quel point là, le fait de jouer dans le triangle sur la partie délai, ça nous fait économiser un coût énorme. Et à l'inverse, si on veut jouer sur la partie délai et très très vite avoir des fraisiers, c'est le coût qui explose. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. J'ai pris l'exemple des fraisiers, mais... Ouais, vas-y. Et donc, une de mes erreurs que j'ai faites, peut-être que vous le reconnaissez, lui c'est Damien Descrases, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Permaculture, Agroécologie, etc. Donc moi, j'y connaissais rien en potager, donc je me suis renseigné en regardant notamment des vidéos YouTube, en lisant des livres. Et Damien m'a beaucoup inspiré parce que sa vision des choses, sa vision du potager, moi je la trouve extrêmement inspirante. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu faire comme lui, sauf que ça n'a pas marché et j'ai eu beaucoup de difficultés. Et en fait, ça paraît évident a posteriori, mais sur le moment, moi, je m'en suis pas rendu compte.
Mais lui, alors je crois qu'il était maraîcher pro pendant un temps, ça fait plus de 10 ans en fait qu'il fait pousser des trucs. Et moi, j'avais jamais rien fait pousser de ma vie, et je voulais arriver à son niveau directement. Et en fait, c'est complètement insensé de faire ça, et enfin, mes attentes étaient beaucoup trop grandes. Par exemple, je voulais être très peu arrosé, je refusais d'arroser avec l'eau potable du réseau de la ville, parce que je me disais, enfin voilà, si mes cuves étaient pleines, étaient vides, je voulais pas utiliser de l'eau potable pour arroser, donc j'ai des années où il y a plein de trucs qui sont morts. Et sur le moral, c'est assez difficile quand pendant des mois on a semé les petites graines, on a pris soin pendant des mois et des mois, que ça commence à pousser, qu'on voit les fruits et qu'on n'arrose pas et que du coup ça meurt. Et je pense que, et c'est ce que je fais maintenant, je sais que c'est Damien ce qu'il fait, sa vision du potager, c'est là où je veux arriver moi plus tard. Donc avoir des associations de culture qui s'entraident, avoir une abondance, une diversité, pas utiliser de pesticides, d'engrais, etc., zéro pétrole. Mais je me dis que c'est pas grave. Si dans mon processus pour aller jusque-là, des fois j'ai besoin d'arroser beaucoup, et j'arrose beaucoup et tant pis, je ferai mieux l'année prochaine. Et ça peut être, quand on regarde des projets comme ça, que ça soit sur la partie nourriture, sur la partie autonomie en eau, en électricité, en habitat, on peut se dire, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même sur la maison, nous on partage la construction de la maison, on est parti de zéro, on a construit une maison, en fait c'est fou, et peut-être que tout le monde n'a pas les capacités et les envies d'aller si loin, de faire ça, et c'est pas grave en fait, chacun peut y aller à sa façon, à sa vitesse. Ce qui est important, c'est de savoir où on veut aller, et après chacun va à son rythme. Et du coup, depuis que je suis un petit peu moins rigide, on va dire, sur les principes un peu de la permaculture, en gros, que j'ai suivi. Alors, je vous rassure, je ne mets pas de l'engrais et des pesticides partout dans mes allées. Mais j'essaye, voilà, quand il y a besoin d'arroser. Ou par exemple, moi, j'avais un truc, je me disais, je ne veux vraiment pas aller chercher des intrants d'ailleurs pour mettre sur mon potager. Par exemple, pour le paillage, je voulais que tout le paillage il vienne de mon terrain. Et en fait, c'est très dur, c'est très compliqué. Et en plus, si on veut le faire sans pétrole, ça veut dire qu'il faut faucher. Et ça prend beaucoup de temps, surtout quand on est en train de construire une maison à côté. Donc voilà, il faut y aller doucement. Au niveau de l'énergie, c'est pareil, il faut un petit peu repenser ses besoins. Comme je vous disais au début, l'énergie, il faut toujours garder en tête qu'on n'a pas besoin d'énergie directement, on en a besoin pour faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire et avec quelle énergie on le fait? Par exemple, pour cuisiner, on peut le faire à l'électricité sur des plaques de cuisson, on peut le faire à l'électricité au four, on peut le faire avec la cuisson solaire, on peut le faire au bois. Il y a plein de possibilités, il n'y en a pas une qui est forcément mieux que l'autre. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Et ça encore, ça va dépendre de son projet, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on imagine pour l'avenir au niveau du système et pour son avenir individuel. Je pense que c'est intéressant aussi de faire un mix énergétique, de ne pas se dire tout, moi je mets tout en full électricité pour la cuisson et puis je vais me mettre 50 batteries et puis 50 panneaux solaires et puis je serai autonome. Parce que si tu as un problème sur cette partie-là, cette façon de produire de l'énergie, tu as tout ton système qui ne marche plus. Donc par exemple pour la cuisson, moi ce que j'ai envie c'est de faire de la cuisson au bois, mais aussi de faire de la cuisson avec du solaire. On peut produire, ça dépend des régions, mais on peut cuire grâce au soleil 200 jours par an dans certaines régions. Donc ça fait une grosse partie de l'alimentation qu'on peut cuire au solaire, c'est super intéressant. Et voilà, essayez de mixer les énergies, puis d'être résilient, vous connaissez 2 égale 1, 1 égale 0. Donc voilà, si jamais il y a un truc qui tombe en panne, comment est-ce que je peux continuer d'assurer mes besoins? Donc moi, au niveau de mon parcours pour l'énergie, comme pour l'eau, j'ai décidé de me connecter au réseau de la ville parce que construire une maison en étant en autonomie au niveau énergétique, quand tu n'es pas sûr que ta visseuse elle aura assez d'énergie pour visser toutes tes vis dans la journée, c'est extrêmement compliqué. Et donc pareil, les mêmes avantages, ça permet de dimensionner. Maintenant que je vis dans la maison, je sais exactement de quelle quantité d'énergie j'ai besoin, à quel moment de la journée je la consomme. Là aussi, c'est important. Si j'ai besoin de beaucoup d'énergie à midi, c'est pas la même chose que si j'en ai besoin en pleine nuit, si je suis connecté à des panneaux solaires. Donc c'est intéressant de voir ça. Et il y a un autre truc qui est intéressant avec le fait de se raccorder, en tout cas au départ, quand on a un projet d'autoconstruction au réseau de la ville, c'est que ça marche dans les deux sens en fait. C'est que le jour où je serai autonome, je pourrais me déconnecter du réseau d'eau de la ville, je pourrais me déconnecter du réseau électrique de la ville. Mais si jamais j'ai un problème moi personnel, si mes panneaux solaires ils sont volés, s'ils sont cassés, s'il y a une tempête, si ma cuve d'eau elle marche plus, si ma pompe ça prend feu, et que j'ai pas les moyens financiers, que j'ai pas le temps ou enfin la possibilité de réparer tout de suite cette installation, et en fait j'ai juste à aller voir le fournisseur d'électricité ou le fournisseur d'eau, à leur dire réactive-moi mon abonnement, et au bout de 1 ou 2 jours, je me retrouve pas sans rien.
Et donc c'est aussi une façon d'être résilient en fait, de se dire que j'ai ce truc de secours au cas où. Moi j'ai installé des panneaux thermiques, là c'est ce qu'on voit, c'est des panneaux qui permettent de chauffer l'eau que je me sers pour la douche par exemple, l'eau chaude. Et là aussi, le truc classique, c'est pour chauffer de l'eau, dans la plupart des maisons, on va utiliser l'électricité. Et d'ailleurs, pour la plupart des trucs, on utilise l'électricité. Mais en fait, l'électricité, ce n'est pas forcément une énergie qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a beaucoup de pertes de transformation. Et par exemple, des fois, on fait tourner des centrales au gaz pour faire chauffer des turbines, enfin de l'eau qui font tourner des turbines, pour faire l'électricité, pour ensuite l'acheminer jusqu'à la maison pour chauffer de l'eau. Et en fait, c'est vachement plus pertinent de prendre directement ce gaz, par exemple, pour chauffer l'eau, il y a beaucoup moins de pertes. Et donc se dire, par exemple, moi je me suis dit, j'ai besoin d'eau chaude, comment est-ce que je peux chauffer cette eau chaude? Je peux évidemment la chauffer avec de l'électricité, mais aussi je peux la chauffer grâce au soleil. Et donc le principe des capteurs solaires comme ça, c'est qu'en fait, en gros, l'eau elle circule dans les panneaux, ça fait effet de serre, et donc ça chauffe l'eau. Et sur mon chauffe-eau, j'ai aussi une résistance électrique, et donc si jamais j'ai besoin à un certain moment, ou si là mes panneaux, il y a la grêle dessus, ils sont cassés, j'ai une autre solution pour chauffer mon eau avec une autre source d'énergie. Voilà, sinon la cuisson solaire, c'est un truc qui m'intéresse, j'en ai parlé. Et la question des batteries, ça c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des batteries? Et là, ça dépend complètement de pourquoi est-ce qu'on fait le projet. Moi, je le fais beaucoup pour des questions écologiques et du coup, la question des batteries me pose question. Parce que même si ça s'améliore, c'est pas forcément 100% recyclable, ça a un impact écologique. Et du coup, peut-être faire un mix, mais pas être 100% autonome. Pour être autonome, si jamais un jour il y a un problème, quoi que ce soit, je ne peux plus payer l'abonnement EDF, je peux quand même assurer mes besoins avec quelques petites batteries. Et si jamais tout se passe bien, je fonctionne en partie grâce au réseau, mais en fait c'est juste une façon de stocker en quelque sorte. Je veux qu'avec par exemple mes 6 panneaux, ça produise assez d'électricité pour ce que je fais moi, en fait, être en autosuffisance. Et voilà, donc le plus long, c'est l'apprentissage. Ça prend extrêmement de temps quand on veut tout faire soi-même, quand on veut construire sa maison soi-même, être autonome soi-même. Moi, je veux construire mes cuves de récupération d'eau de pluie moi-même. Pour la partie chauffage, je veux me construire un petit poêle moi-même. J'ai envie de faire plein de trucs moi-même. Ça, c'est pareil, si on revient au début, c'est parce que moi, personnellement, j'aime apprendre, j'aime découvrir, savoir comment les choses marchent. Mais il y a d'autres façons pour aller vite. Une cuve, on peut acheter une cuve toute faite, par exemple. On peut payer des artisans pour faire la connexion, ça ira beaucoup plus vite. Mais quoi qu'il en soit, on aura quand même besoin, pour construire son projet, pour développer son autonomie, de se renseigner et de chercher de l'information. Et ça, c'est un temps qui n'est pas négligé. Moi, je pense que sur la maison, c'est quasiment 50% du temps. Je passe autant de temps à les mains avec la perceuse, à couper des trucs, que du temps devant l'ordinateur ou dans les livres, à faire les calculs, à comparer les différents matériaux. Et ça, c'est dur de s'en rendre compte, c'est dur de le savoir avant, c'est dur de le chiffrer pour l'estimer avant. Mais ce qui est intéressant quand on passe beaucoup de temps à lire des livres, à apprendre, à se renseigner, c'est qu'en fait, on acquiert un savoir-faire qu'on ne va jamais perdre en fait. Même si moi, demain, il y a un accident, ma maison elle brûle, il y a une météorite qui tombe dessus, ou peu importe, si je suis obligé de partir ailleurs, eh ben, j'aurais plus ma maison, j'aurais plus mes panneaux solaires, j'aurais plus mes cuves de récupération d'eau de pluie, mais j'aurais toujours mon savoir et je pourrais plus facilement repartir grâce à tout ça. Et je pourrais me débrouiller aussi. Le fait de tout avoir fait moi-même dans ma maison, je sais comment fonctionne un réseau de plomberie, je sais comment fonctionne l'électricité, je sais comment on fait une structure, comment on fait en sorte qu'elle tienne, comment on la protège, ce qui ne tient pas, ce qui ne marche pas. Et donc ça, voilà, c'est aussi le plus durable. Donc pour moi, c'est extrêmement important et c'est pas grave de passer du temps, beaucoup de temps sur l'apprentissage parce que c'est un truc qui sert tout le temps et moi je trouve en plus que c'est toujours intéressant de savoir des choses. Et je crois que j'ai fini, voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Kevin. On va faire passer le micro. Hop, il y a une question. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question, du coup, il faut que je raconte rapidement ma vie. Je construis une tiny house en ce moment. Et du coup, comme j'essaie de bien faire les choses, j'ai regardé aussi quelques vidéos sur ta chaîne et j'essaie de me documenter au maximum et tout ça. Mais en fait, comme je ne suis pas du tout organisée, je recherche plein de choses plusieurs fois. Par exemple, pour le bardage, il y a 8 mois, j'avais fait des recherches sur le bardage, j'avais pris plus ou moins une décision, puis après j'ai oublié, et du coup j'ai dû tout refaire les recherches à zéro parce que je ne savais plus pourquoi j'avais pris cette décision. Et du coup, comme toi, j'ai l'impression que tu fais des recherches vraiment très complètes
à chaque fois que tu fais un truc, est-ce que tu as un conseil, une méthode Ouais, voilà. alors déjà, moi, c'est exactement pareil. Hein. Plein de fois sur le chantier, je me suis dit, ça, je sais que j'ai réfléchi. Par exemple, sur la pose du plancher, il y a des histoires de plancher flottant et tout ça. Je sais que j'avais passé du temps il y a 6 mois à le faire. Et par exemple, j'ai pris une décision, je ne sais plus pourquoi j'ai pris cette décision-là. Donc ça m'arrive aussi. Ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de noter en fait quand je trouve des informations. Déjà, sur chaque, par exemple, sur la construction de la maison, sur chaque étape, on va dire, donc par exemple les fondations, les murs, l'isolation, etc. J'avais un fichier sur l'ordinateur, un bloc-notes. Je mettais d'un côté toutes les ressources qui étaient utiles pour trouver des informations. Et il y en a plein, plein, plein. Par exemple, ça peut être des vidéos d'artisans qui montrent des choses. Ça peut être des articles de blog d'un particulier qui a fait un projet qui donne des informations intéressantes. Ça peut être des fiches techniques que donnent les constructeurs. Et donc déjà, ça me permet d'avoir les sources d'informations classées par étape à chaque endroit et facilement accessibles. Et c'est important que ce soit facilement accessible aussi parce que forcément, sur le chantier, il y a des questions que tu n'as pas anticipées que tu vas avoir. Et donc c'est cool d'avoir une espèce de bibliographie où tu vas pouvoir aller piocher pour trouver rapidement une réponse. Et puis quand tu regardes plein de vidéos sur la construction, tu dis ça, j'ai vu dans une vidéo, tu te rappelles pas c'était la vidéo de qui, tu te rappelles pas quelle vidéo et tu peux passer des heures à retrouver ce truc-là. Donc essayer de noter au maximum. Et pareil, essayer de noter ses choix dans un fichier. Moi, c'est ce que j'essaye de faire au maximum aussi. Souvent, sur les parties énergie, je fais des calculs aussi pour savoir comment je dimensionne mon ballon d'eau chaude, quelles sont les pertes que j'estime de la maison, plein de choses comme ça que je calcule. Souvent, je les fais sur un bout de papier, sur une feuille que je perds au bout de quelques jours. Et je ne les retrouve pas au bout de 6 mois, c'est impossible. Donc j'essaye, ce qui me paraît important à préserver, j'essaye de le mettre dans un fichier, d'avoir tout regroupé. Après, moi je suis informaticien à la base, donc j'aime bien écrire dans des fichiers et faire des tableurs Excel et des choses comme ça. Mais on peut aussi le faire en version papier, quoi. C'est aussi possible. Mais c'est super important à faire pour ne pas perdre de temps. Salut, merci beaucoup pour tout ce développement, en fait, c'est hyper utile. Et du coup, dans la continuité de cette question, est-ce que tu as des bases qu'on peut nous lire, enfin si on préfère lire, parce que des vidéos, il y en a partout, mais est-ce que tu as, je crois que dans une de tes vidéos, tu pars d'un livre pour vous informer sur certaines choses où il y a pas mal de choses développées dedans dans la construction. Est-ce que tu as des livres à conseiller ou des choses qu'on peut retrouver Alors il y a beaucoup de livres techniques, après par exemple sur le stature bois, mais c'est très précis. Mais il y a un livre dont j'ai perdu le nom, mais il est sur mon blog, donc si vous l'avez cherché, vous pouvez aller voir. Mais en tout cas, c'est ce que je trouve les plus intéressants, c'est les livres qui vont couvrir un peu tous les domaines. Et donc l'auteur c'est JP Olivia, et je crois que c'est la maison écologique, si je ne dis pas de bêtises. Et donc dans son livre, il couvre tous les aspects de la construction et justement il ne se concentre pas sur maison de stature bois, sur une yourte, sur tel isolant. En fait, il va comparer les isolants. Et ça, c'est super bien au début du projet parce que ça permet de voir tout ce qui existe sans aller trop loin en fait. Si on ne sait pas où on va aller, qu'on commence à lire un livre sur comment faire une maison en parpaing, comment faire une maison de stature bois, comment faire une maison en terre, ça va prendre des années. C'est intéressant, mais la maison, ce sera pour la retraite si on commence très tôt. Donc ça peut être intéressant de commencer quand on est au début du projet avec des livres qui regroupent un peu tout, et donc notamment ce livre-là que je trouve super intéressant pour comparer un petit peu tout. Et après ça permet aussi personnellement, par exemple moi j'aime bien le bois à travailler, c'est agréable, il y a d'autres raisons écologiques qui font que j'ai choisi le bois, mais c'est vachement plus sympa de monter du bois, enfin une maison en bois qu'une maison en parpaing en ayant les mains dans le béton toute la journée. Et le fait de voir plein de choses comme ça va permettre de te dire ah bah non moi ça je veux pas faire, ça m'attire pas, ou ça au contraire ça m'attire, j'ai envie de faire ça. Et après, tu peux aller te renseigner plus sur chaque domaine. Et sinon, sur tous les livres, il y a beaucoup de livres que j'ai utilisés pour la construction. Et si ça vous intéresse, sur mon blog, donc c'est comme un pingouin dans le désert.fr, vous tapez dans Google, il va trouver. Vous mettez livre à la fin, il y a un article où il y a les 10 livres qui m'ont le plus servi pour la construction. Ouais, je regardais, j'avais vu Maison écologique d'aujourd'hui, si c'est ça, de Jean-Pierre Oliva. Je sais pas, mais Jean-Pierre Olivia, il a fait plein de livres super intéressants là-dessus. Okay. J'ai pas lu tous ses livres, mais si c'est pas celui-là, c'est un autre dans le même style. Mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Non? Ah, si, allez, bon. Merci. Je me posais la question du lien social, en fait. Toi, tu as décidé de ne pas vivre dans un éco-village, où on sait qu'il peut y avoir des considérations un peu plus sociales qui rentrent en compte. Je sais aussi que ça dépend de la raison pour laquelle on essaye de vivre
dans une maison autonome. Mais toi, par exemple, quels sont tes modes de consommation? Est-ce que tu vois toujours beaucoup de gens? Est-ce que tu vis très seul? Est-ce que c'est des questions qu'on peut se poser avant de se lancer, par exemple? Ouais, c'est super important, ça va dépendre de ce que tu as envie de faire. Mais effectivement, la question de l'écolieu, je me la suis un petit peu posée. Après, dans la vie de tous les jours, je suis assez solitaire et je peux avoir un peu de mal à travailler en équipe et en groupe parce que je peux être concentré sur un truc et voilà, j'aime bien aller à ma vitesse et être minutieux sur certains trucs. C'est pas forcément indispensable d'être minutieux sur certaines tâches. Et donc, il y a des gens avec qui je vais travailler qui vont dire mais dépêche-toi et tu vois, ça va pas forcément marcher. Mais après, ça dépend. Et ce qui est super intéressant aussi de voir, c'est que souvent, un projet à plusieurs, ça va demander plus de temps pour se mettre en place parce qu'il faut se mettre d'accord, parce que chacun, ce que je disais au début, chacun va avoir ses croyances sur qu'est-ce qui va se passer demain, chacun va avoir ses valeurs. Et donc, c'est possible de se mettre d'accord et de trouver un compromis pour tout le monde. Il y a plein de projets qui se passent bien. Il y a aussi des projets qui n'aboutissent pas. Moi, j'ai des copains, on était à peu près au même stade, ceux qui ont construit la yourte dont je parlais au début. On était à peu près au même stade de la réflexion quand on s'est connus. Et donc, eux, aujourd'hui, leur projet, c'était d'avoir une yourte dans un écolieu. Et en fait, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas arrivés à ça parce qu'ils ont essayé de monter 2 projets qui n'ont pas abouti. Et moi, du coup, maintenant, j'ai mon terrain. Je n'ai pas avancé de la même façon. Tu peux avancer plus loin, ce qu'on dit, hein, tu avances plus loin à plusieurs, mais ça peut prendre plus longtemps. Après, sur la partie lien social, c'est important aussi. Moi, je ne fais pas juste mon projet. Enfin, mon but, c'est pas de vivre en autonomie tout seul et voilà, je m'occupe pas des autres. J'ai envie de développer autour de moi des relations avec d'autres personnes, peut-être pour s'échanger des graines, des récoltes, s'échanger du temps aussi. Par exemple, pour faire les céréales, ça peut être cool d'être à plusieurs, d'aller chez le copain pour s'aider, même pour les travaux. Mais moi, mon idée, c'était pas de chercher des gens pour faire un projet, c'était de faire mon projet et après, je vais trouver des gens autour de moi, pas loin, et je commence d'en trouver. J'ai des gens qui je sais, qui sont dans les mêmes réflexions, pas très loin de moi, et je commence à tisser du lien, on commence à s'échanger des choses et à faire ça. Mais faire tout seul, c'est extrêmement compliqué. Moi, sur le projet, donc, on était 2, à la fin, je ne suis plus que tout seul, on s'est séparés. Mais même à 2, c'est quand même un petit peu tout seul d'être à 2, en fait, parce que tu es dans ta bulle à toi, et ça peut être intéressant de rencontrer des gens, même si tu ne travailles pas avec ces gens-là pour construire des choses ou qui ne t'aident pas, qu'il n'y a pas d'échange, mais juste de discuter, d'aller voir d'autres projets, ça aide beaucoup à la partie réflexion, à la partie motivation aussi. Parce que c'est pas évident quand on se lance dans un projet qui dure des années et des années de se dire j'en suis toujours là. Après 5 ans, enfin, mon projet, on peut le voir d'un côté positif, dire waouh, tu as fait beaucoup de trucs parce que en 4-5 ans, tu as monté une maison de A à Z, mais d'un côté, je suis toujours pas autonome à 100% sur l'électricité. Et donc de voir d'autres personnes qui ont aussi passé du temps sur certaines choses, qui sont à d'autres stades, peut-être sur l'autonomie en électricité, mais qui sont beaucoup moins loin, ça permet de se motiver, donc c'est important, je trouve. Je voulais savoir si tu avais fait le calcul du coût de construction de ta maison, au niveau des matériaux, plus les panneaux solaires thermiques, la petite cabane, etc. Alors, au niveau des matériaux sur la maison, la maison avec le gros œuvre, c'est 25 000 €. Et le second œuvre, c'est 25 000 €. Après, c'est pareil sur les... Enfin, c'est pas tout à fait à jour sur le blog, mais sur toute la partie gros œuvre, sur fondation, sur les murs, le toit, etc. Il y a un article par poste qui est détaillé à l'euro près, à la vis près. Je mets, voilà, pour faire la dalle bois, j'ai mis 250 vis, ça a coûté tant. J'ai mis tant de cartouches de silicone, etc. Donc il y a le détail, mais en gros, c'est 25 000 €, gros œuvre, 25 000 € second œuvre. Sachant que j'aurais pu faire moins cher, comme je disais, j'aurais pu faire plus petit par exemple, mais j'aurais pu faire moins cher sur certains matériaux aussi. J'ai fait le choix d'utiliser des matériaux sains, écologiques et qui me plaisaient. Par exemple, sur le plancher de l'étage du bas, j'ai mis du parquet en chêne. J'aurais pu mettre du parquet pas cher à 5 € le mètre carré au magasin de bricolage, mais il n'aurait pas duré pendant toute la vie de la maison. Là, mon parquet en chêne, je sais qu'il va durer toute la vie de la maison. Je sais que le jour où il sera abîmé, je pourrais le poncer un coup et remettre une petite finition et ça va être durable. Donc c'est pas le projet le moins cher si on veut faire le moins cher, mais ça permet de donner une idée de ce que ça coûte. Ouais. Et sur la partie solaire et tout ça, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est pareil, il y a pas mal d'articles sur la partie budget et s'ils ne sont pas encore, ils vont venir. Et il y a aussi des articles sur la partie rentabilité qui est super intéressante. Ça aussi, c'est du temps dans ce que je dis, chercher de l'information.
c'est par exemple les capteurs solaires thermiques, ils ont un coût. Moi, ça m'a coûté à peu près 1500 €, je crois. Donc les capteurs solaires, plus le ballon solaire, l'échangeur, les raccords, etc. Et la question aussi, c'est... Enfin, moi, c'est pas qu'une question de je veux faire le moins cher possible, je veux que ce soit rentable. Il y a des trucs qui me coûtent plus cher que d'autres solutions, mais c'est parce que j'ai envie d'être autonome. Qu'est-ce que je racontais du coup? Oui, je voulais dire qu'il y avait un calcul à faire de combien ça te coûte la solution et en combien de temps elle amortit. Et peut-être qu'il faudra changer au bout de 20 ans, donc est-ce que c'est intéressant? Et ça, c'est des questions que je me pose et des calculs que je fais aussi et que j'essaie de partager dans les vidéos sur le blog. Donc, mais je n'ai pas les chiffres en tête. On a d'autres questions? Ouais. Bonsoir. J'aurais une petite question à savoir, as-tu fait le choix d'une serre en fait pour pouvoir avoir un potager peut-être un peu plus rentable en quantité? Ouais, la serre, ça me paraît quasiment indispensable dans un projet où on veut être autonome alimentairement. Ça permet de gagner du temps au début de la saison et d'en gagner à la fin de la saison. Ça permet, comme l'année dernière, où j'avais planté 50 pieds de tomates à peu près, donc j'espérais une très grosse récolte de tomates. J'avais préparé mes bocaux, j'étais prêt à faire plein de conserves et il y a eu le mildiou à cause de l'humidité qu'on a eu l'été dernier. Et on est plein de gens à avoir fait le potager qui ont eu ce problème-là. Les pieds de tomates, ils sont morts en quelques jours. Et là, le fait d'avoir une serre serait protégé de l'humidité et j'aurais pu avoir quand même un peu de récolte de tomates. Donc c'est une question que je me pose, mais là aussi en fait, soit je peux aller acheter une serre toute faite au magasin du coin, ce qui sera pas mal, ça va déjà me permettre de gagner en autonomie. Mais en fait, il y a plein de choses qui existent qui sont extrêmement intéressantes mais qu'il faut étudier. Par exemple, on peut faire ce qui s'appelle des walpini, si je dis pas de bêtises, où en fait c'est des serres qui sont semi-enterrées. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir l'inertie de la terre qui va limiter les variations thermiques et donc qui va permettre d'avoir une chaleur naturelle plus élevée dans la serre. Mais en même temps, ça aussi on peut se dire ça a l'air cool, je vais le faire chez moi. Sauf qu'en fait c'est beaucoup utilisé dans des pays où l'inclinaison du soleil n'est pas la même que chez nous, en tout cas que chez moi. Et c'est pas forcément intéressant, moi où je suis, de faire une serre trop enterrée parce que du coup il y a plein de périodes de l'année où le soleil ne va pas rentrer dedans, où ça ne va pas chauffer. Et peut-être qu'une serre moins enterrée, ça chaufferait plus. Et là il y a plein de calculs à faire qui sont intéressants. Il y a aussi des solutions pour la serre qui m'intéressent. Moi l'idée c'est de faire un mur au nord qui est un mur massif, donc en pierre par exemple ou en terre, et qui va permettre la journée d'accumuler la chaleur, de limiter aussi pour pas que ça chauffe trop à l'intérieur de la serre, ça va absorber un peu de chaleur et ça va diffuser la nuit. Mais là aussi il y a plein de questions à se poser, c'est en quel matériau je la construis, quelle dimension je la fais, comment est-ce que c'est optimisé pour que les murs captent un maximum d'énergie ou pas. Et donc c'est un peu ce que je disais, il faut trouver le bon ratio entre passer du temps à étudier pour trouver la bonne solution et la serre parfaite, et en même temps c'est cool à un moment d'avoir une serre quand même pour faire des légumes. Donc voilà, toujours l'option, l'histoire du triangle coût qualité délai, je vais acheter ma serre à côté, je l'ai tout de suite, les délais sont courts, ou alors je la fais moi-même, je la réfléchis pendant un an ou deux, ça me prend longtemps, ça me coûte peut-être moins cher, mais en tout cas je sais que la qualité elle est au top. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur. C'est pas réellement une question. Pour ta serre, j'ai vu sur le net qu'il y avait des serres en géode et tu peux coupler ça avec un puits canadien ou un puits provençal. Ouais, alors c'est super intéressant, un autre exemple super intéressant. La dernière vidéo de ma chaîne YouTube, je fais un reportage chez quelqu'un qui a une serre en géodôme comme ça. C'est super joli déjà. Mais lui, il me dit que c'est pas si pratique que ça. En tout cas, lui, sur son terrain, il a eu des problèmes parce que ça chauffe trop et c'est dur d'avoir une circulation d'air. Alors après, peut-être que la partie d'avoir le puits provençal, ça permet peut-être d'apporter de l'air frais. Toujours 12 degrés dans la terre. Ouais, mais... Été comme hiver, 12 degrés. Ouais, après, à voir comment tu intègres et avoir le coût. Ça, c'est pareil. Pour la maison, ça, c'était une question qu'on s'était posée. Est-ce qu'on installe un système de puits canadien? Le principe, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est qu'on fait passer des tuyaux dans la terre. Et en fait, l'air qu'on va amener dans la maison, elle vient de l'extérieur, mais elle traverse la terre qui est à 12 degrés. Et donc, l'air qui rentre à l'intérieur, même si on est en hiver qui fait moins 5, elle va peut-être pas être à 12 degrés, mais en tout cas, elle va être réchauffée. Ça permet de faire des économies. Sauf que là aussi, nous, on avait fait le calcul par rapport à la région où on est. Et en fait, le gain, il n'est pas forcément intéressant et ça coûte plus d'argent que ce que tu peux espérer sur la vie du système. Après, un système Je suis plombier. en DIY,
Ça peut être une solution, mais c'est du temps et nous les calculs qu'on avait fait, c'était pas forcément rentable dans notre cas, mais Tu prends le même tuyau et puis tu fais des tours. C'est-à-dire que sur 50 mètres carrés, tu fais 300 mètres de tuyaux. mais tu mets quoi comme tuyau dans les... Tu fais des gros tuyaux et à la sortie, tu fais un ventilateur avec un panneau solaire. Et ça tourne tout seul. C'est sûrement une solution un truc pas intéressante cher et pour, un peu effrayant. pour la serre, ça peut être extrêmement intéressant ouais, pour apporter de la chaleur. Ah, au fait, Et- tu dis que les batteries, c'est pas bien, mais tu utilises de l'énergie, l'électricité nucléaire, c'est pas bien non plus. Ouais, et ben si bon après je voulais pas rentrer trop dans les débats politiques, mais en gros moi c'est pour ça que je réfléchis aussi à l'autoconsommation parce que ça me permet de produire de l'énergie qui vient de panneaux solaires que je considère mieux que l'énergie nucléaire, mais c'est un vaste débat dans lequel on ne rentrera pas ce soir. Et du coup je sais que mon énergie, l'énergie que j'ai besoin pour vivre, elle est produite à partir de panneaux solaires. Mais après même les panneaux solaires, hein, ils ont été produits en Chine je pense, ceux que j'ai et c'est pas parfait. Tu vas les sortir de la cabane un jour? J'espère, bientôt, j'espère. On y croit. Bonjour, donc pour revenir à la question des panneaux solaires, tu as quoi comme puissance et qu'est-ce que tu fais tourner au niveau des appareillages dans la maison par rapport à ce que tu as? Pour l'instant, absolument rien, puisque mes panneaux sont stockés dans ma cabane, donc ils ne produisent absolument pas d'électricité. Pourquoi là? C'est aussi une des raisons qu'on pourrait mettre dans la partie erreur peut-être. C'est que quand on a commencé la maison, ça avançait bien le gros œuvre, on s'est dit ok, on va bientôt être prêt à pouvoir peut-être installer les panneaux solaires. On était largement trop ambitieux. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait de finir, et du coup, c'était pas la priorité d'installer les panneaux solaires. Mais on les avait achetés parce qu'on pensait que ça allait bientôt être. Et pour l'instant, je ne les ai pas installés encore parce que je me suis posé beaucoup de questions sur le support des panneaux solaires. Et là, c'est pareil, j'aurais pu prendre 2 bouts de bois, les poser, ça aurait produit, ça aurait été bien. Est-ce que ça aurait été durable sur toute la vie de la maison? Je ne pense pas. Et surtout, moi, la question que je me posais, c'était quel gain je peux avoir en faisant un système d'inclinaison? Donc soit juste qu'il s'incline au fil des saisons parce que le soleil est plus bas en hiver et plus haut l'été, donc c'est intéressant d'être tout le temps à l'inclinaison la plus optimale pour maximiser l'énergie qu'on produit. Et on peut aussi faire du suivi solaire, donc sur la journée, le matin le soleil est là et le soir les panneaux suivent, ce qui permet encore d'augmenter la production d'électricité, ce qui est intéressant. Mais c'est pas aussi simple que ça parce que du coup il faut un système qui permette de pivoter par exemple, il va falloir des moteurs, il va falloir un système de tracking, ça va coûter de l'argent, ça va être de l'entretien aussi si ça tombe en panne comme on fait. Et donc j'ai passé trop de temps peut-être à réfléchir à tout ça, et en tout cas c'est ce qu'on a vu sur les panneaux que je montre dans la photo, c'est que, et je vais faire la même chose pour les panneaux photovoltaïques, je vais juste chercher à incliner pour la saison, et pour moi c'est le meilleur rapport gain qu'on peut avoir et complexité du système à faire. Et voilà, pour l'instant, moi je suis parti sur 6 panneaux, ce qui me fait à peu près 2 kW de production, 1800. Et j'espère pouvoir faire tourner quasiment tout, et j'essaye en fait de diminuer au maximum de quoi j'ai besoin comme électricité. Et voilà, j'espère y arriver et on verra. Suivez les aventures pour voir si je me plante ou pas. Encore. En fait, bon, nous on est 4, enfin on est 2 adultes et 2 enfants, et donc on est encore très loin de toi et ce que tu as développé. Mais du coup, d'être seul actuellement à gérer ta maison, à penser à tout, en fait, juste déjà rien que penser, la charge mentale et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves gérable, ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu qui est un peu plus compliqué que prévu? Enfin voilà. Ouais, il y a la partie charge mentale qui est intéressante sur tout le projet. Même quand on était 2, en fait, quand on construit une maison, nous on y a mis toutes nos économies. C'est beaucoup de stress, et en fait, tu t'arrêtes pas de travailler à 8 heures le soir et tu passes à autre chose dans ta vie, ce que tu peux avoir peut-être dans un boulot où tu es salarié. Quand tu construis ta maison, tu es H24. Moi, des fois, je m'endormais pas le soir parce que je réfléchissais, je me disais, attends, il y a ce problème-là, comment je vais pouvoir faire? Des fois, je me réveillais la nuit en panique en me disant, mince, on n'a pas fait ça, ça va tout s'écrouler, on s'est complètement trompé. Donc, c'est une grosse charge mentale de construire et même d'être autonome, parce que y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que tu as fait, est-ce que ça va marcher ou pas, surtout quand tu commences à aller dans des trucs, voilà, si tu installes des panneaux solaires, tu fais la version classique, tu sais après ce que ça va produire. Si tu commences à faire des systèmes, comme je disais, la serre, si tu fais un système de serre pas classique, tu es un peu dans l'incertitude de est-ce que ça va bien marcher, est-ce que ça va pas tout s'envoler parce que tu as mal fait la construction.
Donc il y a pas mal de choses. Et l'autre point qui est intéressant, tu disais d'être tout seul. Pour moi, c'est extrêmement compliqué d'être autonome tout seul. Parce que par exemple, j'étais malade pendant 15 jours, très malade, et du coup, je suis resté dans mon lit. Et le reste, ça tourne pas en fait. Et si j'avais des poules, les animaux à m'occuper, ça aurait été compliqué d'aller m'en occuper dans l'état où j'étais. Et donc d'être au moins 2, 3, 4, ça permet de se répartir un peu les tâches et ça permet quand il y en a un qui n'a pas la forme physique ou pas la forme mentale de faire quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui peut le remplacer ponctuellement et il peut y avoir un échange. Et là c'est pareil, je viens 2-3 jours sur Paris et du coup il faut que je pense avant, j'ai mes semis qui ne sont pas encore tous replantés, j'ai pas eu le temps, donc il a fallu que je les arrose correctement. Et j'espère que quand je vais rentrer, ils vont pas être tout secs. Mais du coup c'est aussi un stress de ne pas être tout seul, alors que si on était plusieurs sur le lieu, voilà, je me dirais mes copains s'occupent de les faire. Et donc ça peut être intéressant d'être plusieurs et le principe de faire des écolieux ou des endroits partagés, c'est assez intéressant pour ça en autonomie. On a d'autres questions? Bon. Merci beaucoup Kevin. Okay, merci tous à vous d'être aussi nombreux. Je rappelle Merci. que Kevin a une chaîne YouTube, donc comme un pingouin dans le désert. Donc n'hésitez pas à suivre son aventure.